allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que ça y est, vous êtes déjà en automne. Moi je la filme un peu à l'avance. Et vous avez vu le titre, donc c'est 5 recommandations que j'ai sélectionnées dans ma bibliothèque qui pour moi rentrent parfaitement dans l'automne. Dans cette sélection, vous ne trouverez pas de gros livres qui font vraiment peur, voilà, vraiment d'horreur, vraiment sanglant, etc. Parce que je me réserve aussi une catégorie comme ça spécialement pour Halloween le mois prochain. Et donc j'ai un peu dissocié les deux. Et vous verrez aussi qu'il n'y a pas de sorcières parce que je me réserve le droit de pareil garder ce joker de 5 recommandations donc, sur les sorcières pour sûrement l'automne prochain, histoire de ne pas écouler toutes mes idées en une seule fois. Et donc voilà, ici c'est plus des livres qui pour moi rentrent dans cette saison de par l'ambiance qu'ils dégagent, qui est un peu creepy, un peu lugubre, un peu lourde, ou parfois un peu magique, ou voilà. Mais voilà, c'est plus vraiment par l'ambiance que pour moi, ouais, je me vois pas les lire en fait à un autre moment. Et c'est pour ça que j'ai envie de les proposer aujourd'hui. Certains, je ne les ai pas lus depuis des années. Il y en a, je crois que ça va faire bien 4 ans. Et du coup, les souvenirs sont peut-être un peu plus flous. Mais s'ils sont encore là après tout ce temps, c'est que du coup, j'en ai gardé de bons souvenirs. Et que j'ai envie aussi de vous en parler encore aujourd'hui. Tout de suite, le premier livre, il s'agit de Nevermore, ici j'ai pris le tome 1. C'est une saga donc qui a été publiée chez PKJ et qui a fait un carton au moment de sa sortie. Et je vous avoue que moi, il me tentait pas plus que ça parce que c'est du jeunesse et que à ce moment-là, j'avais à nouveau exclu totalement les jeunesses de ma pile à lire, de ma wishlist. Parce que les derniers que j'avais lus, j'étais plus dedans, c'était plus pour moi. Je les trouvais plus assez construits et j'arrivais pas à apprécier leur juste, j'arrivais plus à apprécier leur juste valeur. Jusqu'au moment où Claire de Chute Jolie m'a bassinée en me disant que vraiment cela, je passais à côté, que c'était un peu comme Harry Potter, on l'entend souvent, il y a beaucoup de comparaisons entre les deux. Et donc on suit le personnage de Morrigan Crow, qui est une jeune fille, je pense qu'elle a 11 ans, ouais c'est ça, qui a 11 ans. Et qui est un peu dans sa maison une rejetée parce qu'en fait elle est née le jour du Merveillon. Et en fait ce jour donc signifie, on nous dit deux choses, c'est un qu'elle est maudite et deux qu'elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Et depuis du coup toute petite, ses premiers jours, son cercueil l'attend quoi dans la famille, genre tout le monde voilà est préparé que c'est ok, tu vas mourir à ce moment-là. Mais au-delà du coup du deuil qui est anticipé, elle, en fait sa famille, je sais pas, c'est un peu comme la famille de Cendrillon avec la belle-mère, la marâtre et tout. Genre vraiment, c'est vraiment une souillon chez eux. Ils s'attachent pas à elle déjà parce qu'elle va du coup normalement décéder assez rapidement. Et de deux surtout parce que comme elle est née le jour du Merveillon, on dit qu'elle est maudite, mais surtout que c'est à cause d'elle que tous les malheurs se font dans la ville. Mais genre quelqu'un qui trébuche en rue sur un caillou, ce serait de sa faute quoi. On le dit au début, j'ai plus d'exemples en tête, mais vraiment c'est de ce niveau-là. Et donc, dès les premiers chapitres, en fait, on s'attache très très vite à Morrigan parce que vraiment, elle nous fond le cœur et elle a rien demandé, la pauvre. Et voilà, vraiment, elle subit sa vie depuis vraiment tout enfant, aussi bien dans sa famille, ce qui est hyper triste, que en dehors, quoi. Donc, elle arrive pas seulement à faire des amis ou ce genre de choses. Et à ses 11 ans, au lieu du coup de décéder, évidemment, c'est là que ça fait un peu référence à Harry Potter, quelqu'un arrive, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Mais quelqu'un arrive et en gros va la secourir et l'amener dans un autre monde, Nevermore. Et Nevermore, c'est un monde qui est totalement magique et elle va entrer un peu aussi pareil dans une académie de magie. Je pense pas qu'ils utilisent le thème sorcier ici, que je disais tantôt que je mettais pas de sorcière dedans. De mémoire, je pense qu'ils disent qu'elle est magicienne, mais pas forcément sorcière. Bref. Et elle va apprendre ces cours-là et il va se passer moult et moult péripéties aussi dans ce monde en parallèle. Et donc elle va devoir enquêter sur la cause de tout ce qui se passe, pareil,
un peu de cauchemardesque dans ce monde. Et voilà, on va suivre du coup son apprentissage au fur et à mesure des tomes, son intégration aussi qui se passe beaucoup mieux du coup de ce côté-là, et aussi les amitiés qu'elle va nouer. Voilà, grosso modo, pour l'instant, après tome 3, c'est ça. Et alors aussi, ce que j'aime vraiment dans ces livres, c'est que oui, il démarre un peu en jeunesse, mais effectivement c'est évolutif au fur et à mesure des tomes, un peu à nouveau comme dans Harry Potter. Mais c'est surtout l'univers qui est créé est juste génial, vraiment, enfin, c'est peut-être pas le mot plus approprié, mais c'est ce qui me vient spontanément, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment énormément de choses au niveau vraiment imaginaire qui ont été pensées par l'auteur, donc c'est Jessica Townsend, désolée si je l'écorche, et ouais, il y a plein de fois où je me suis dit, ah ben ça franchement, ça, enfin, personne n'y avait jamais pensé, ah ça vraiment c'est un truc, ça vient d'elle quoi, c'est vraiment inédit, c'est ça le mot que je cherchais. Et oui, ces livres m'ont vraiment émerveillée et embarquée de façon aussi un peu doudou. Au final, c'est des livres qui sont assez réconfortants voilà, au fur et à mesure des tomes. Et voilà, j'ai hâte que le tome 4 sorte et que je puisse poursuivre cette saga qui est donc jeunesse à la base. Et voilà, ça c'est pour le tome 1. Ensuite, j'ai sélectionné Rouge, qui était du coup de Pascaline Nolot et publié chez Gulfstream. Et pareil, j'aime bien la couverture de celui-ci. Pas spécialement que je la trouve belle, mais que je la trouve assez forte. Et donc on suit le personnage de Rouge, comme le titre l'indique. Et vous pouvez aussi vous en douter, c'est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. Mais c'est une réécriture qui est pour le coup très creepy, très sombre. Et on suit le personnage donc de Rouge qui est né en fait avec, je sais pas comment ils appellent ça, je sais plus si c'est une tache ou si c'est vraiment en relief. On va dire une genre de tache de naissance mais vraiment rouge sur sa peau. Et de mémoire c'est un peu un style moyenâgeux. Et en fait on voit ça comme la marque du diable en fait, vraiment. Du démon, et pareil très vite elle va être rejetée en fait de tous du fait qu'elle a cette marque là intégrée à sa peau, et donc on dit bien que c'est une petite boule de peau qui est en plus sur son visage près de du coup son regard, donc vraiment impossible que les gens y échappent. Donc forcément son intégration se passe dans ce petit village, donc le nom c'était Malombre. Très très mal, et elle est vraiment considérée comme une pestiférée, quelqu'un de dangereux à cause de cette tâche, au point pareil que le bruit court surtout chez les enfants, etc., que si on la touche, pareil, soit il peut nous arriver des malheurs, soit on peut à nouveau être nous-mêmes, enfin soi-même infecté, etc. Et la seule personne au final qui va prendre soin d'elle va décéder assez tôt. Et alors prend le relais le père François de mémoire. Oui, c'est ça, le père François, qui lui a plus de compassion. Mais vous verrez, c'est aussi un personnage qui est un peu double et dont il faut un peu se méfier aussi. Un peu malsain. Et finalement, donc elle grandit quand même, voilà, passe de bébé, enfance, etc. Au moment où elle a son premier sang, donc les règles, qu'on se le dise. et là, elle va du coup quitter ce village et partir vivre dans un petit hameau dans les bois qui sont habités par les loups, comme dans le Petit Chaperon Rouge. Et en gros, une fois qu'elle arrive dans ce bois, elle rencontre l'inquiétante grand-mère qui du coup prend le relais de son éducation, si vous voulez. Et en fait, c'est pas la seule fille qui a été envoyée chez cette grand-mère. Alors je ne sais plus si c'est à cause à chaque fois de ses tâches de naissance ou si c'est à chaque fois qu'elles sont réglées. J'ai un doute, je pense que je confonds un peu avec l'année de grâce, qui est un peu sur ce thème-là. Mais bref, on va du coup après suivre son évolution une fois qu'elle est aussi partie vivre de façon excentrée. Et il y a un côté merveilleux, il y a un côté horrifique, il y a beaucoup d'exclusions qui sont abordées du coup dans ce livre. Et voilà, honnêtement dans l'histoire même, je ne me rappelle pas
tant que ça, parce que ça fait plusieurs années que je l'ai lu et que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais j'ai vraiment le souvenir d'avoir vraiment eu beaucoup, pareil, de peine pour rouge. D'avoir été atterrée par la méchanceté vraiment de son entourage, des villageois, etc. Il y avait un sentiment d'injustice qui était très 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 marqué tout au long du récit. Et je me rappelle que la fin était par contre, là je peux pas vous le dire, mais ça je me rappelle, mais était vraiment très marquante et était un beau retour des choses, on va dire, excepté cette partie, l'épilogue, qui fait de 3 pages. Et alors là par contre j'ai vraiment fait un déni, enfin j'ai refoulé le truc. Je sais qu'il existe et je sais qu'à la fin, je l'avais lu avec plusieurs autres personnes, je crois que c'était aussi une lecture commune que j'avais proposée. Et cet épilogue posait vraiment problème. On avait limite envie de, de l'arracher du livre et de garder juste le reste en mode genre le reste il est vraiment magistral comme roman. Très poignant, etc. Mais alors là, ça faisait limite, ça détruisait tout le reste de l'histoire. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous conseiller du coup de découvrir ce récit et de vibrer du coup tout au long de celui-ci et de ne pas lire l'épilogue. En tout cas, je ne le recommande pas. Je ne sais plus pourquoi il posait souci, vraiment, j'ai refoulé le truc. Mais ouais, je sais que j'aimais tout le livre sauf ça et que vraiment, si j'avais pas autant d'affection pour les objets livres, j'aurais arraché ces pages. Donc voilà, je ne sais plus. Je ne sais plus. Si quelqu'un se rappelle de pourquoi, si quelqu'un l'a lu, dites dans les commentaires quelle réflexion on aurait pu se faire par rapport à ça. Mais parce que je sais que j'avais échangé avec plusieurs personnes et que tout le monde était d'accord sur ce point. Mais voilà, sinon ce livre en valait vraiment la peine. Donc voilà, vous voyez la couverture, de toute façon il est fait pour l'automne. Je sais pas ce qu'il me faut de plus. Mais bref. Ensuite, j'ai choisi l'incontournable Puzzle de Franck Tillier. Je crois qu'il ne faut plus le présenter dans les thrillers, en tout cas des auteurs français. Il est dans les tops du top. J'ai toute une série, vous ne voyez pas, elle est là-bas en bas. Du coup, de cet auteur. Et jusqu'ici, il reste indétrônable. Ce livre, plus qu'aucun autre dans ma bibliothèque, et des livres que, pareil, j'aurais lu en dehors ou quoi, m'a retourné le cerveau. Genre, vraiment... Il me l'a mis mais en bouillie. Vous avez pas idée quoi. Je vous parle d'abord du résumé. Donc ici on suit Ilan et Chloé qui sont des spécialistes de la chasse au trésor. Ils ont rêvé de participer à un jeu qui est en ligne de mémoire et qui s'appelle Paranoia. Là vous sentez le truc arriver. Je suis devenue aussi parano que les persos, je le dis. La règle numéro 1 c'est quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Suivi un peu plus tard de la règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre. Paranoia peut alors commencer. Pouah. Comment je peux vous dire j'ai pas les mots. À quel point, mais vraiment, en fait, tout le long, donc on va suivre cette partie de jeu. On va douter du fait que c'est un jeu ou non. Certains éléments vont dans un sens, d'autres pas du tout. Et forcément, plus les pages défilent et plus les deux s'entremêlent. C'est écrit avec brio, genre vraiment. En fait, le coup de maître ici, c'est vraiment de nous faire douter de toutes les informations qu'on a. On ne sait pas à partir de quand on bascule d'un côté jeu ou d'un côté réalité ou il n'y a peut-être jamais eu de jeu, tout ça. Et pourtant Dieu seul sait que des thrillers j'en ai déjà lu et Dieu seul sait que dans tout ce qui est thriller et surtout policier etc, je suis, sans vouloir m'inventer, très douée pour découvrir la fin. Ça me cache d'ailleurs assez souvent mes lectures et très souvent dans justement les livres dont on me dit impossible qu'on trouve, je trouve très très vite. Ce qui me gâche un peu la lecture, ce qui fait que j'en ai pas non plus 20 000 par an. Mais celui-ci vraiment il a fait son taf à fond, genre vraiment je l'ai bouffé quoi, je retournais tout le temps dessus, mon cerveau cogitait tout le temps dessus, j'étais happée par cette lecture, par l'engrenage, et en plus pareil, je ne peux pas expliquer du coup l'histoire sans spoiler énormément,
Voilà, je vais pas parler de fausses pistes plus que d'autres quoi. Mais le cadre, pareil, dans lequel se déroulait du coup ce livre, il est évolutif aussi, mais pareil, le cadre qu'il y avait à la fin, il était parfait quoi. Parfait pour ouais, le contenu qui allait avec. Et c'est un coup de maître. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, sans spoiler, sans dévoiler forcément la fin qui m'est tombée dessus. Genre vraiment. Mais ouais, non, donc si c'est ça que vous cherchez dans une lecture, clairement, Puzzle de Tillier, c'est vraiment un incontournable. Et je comprends pourquoi, parce que c'est le premier que j'ai envie de vous conseiller en fait dans les thrillers, tout auteur confondu. Voilà, c'est mon chouchou, coup de cœur dans le genre. Et j'espère qu'un jour, j'aurai à nouveau le même effet avec un autre livre. Parce que j'aimerais avoir des claques comme ça plus souvent. Qu'on se le dise, en fait, c'est ce que je cherche dans ce genre. Et ouais, quoi, la plume, les énigmes, les intrigues, tout était mais, ficelé d'une main de maître. En fait, c'est ça. Franck Tillier a vraiment réussi pour le coup à me mener par le bout du nez tout le long. Et dès que j'ai commencé à avoir une idée, en fait le type il avait prévu que tu allais tomber là-dedans et tu tombes là-dedans. En fait, non, pire. Tu penses au premier épisode, tu fais non, trop facile et tout. Puis après, tu vas à la deuxième hypothèse. Sauf que le type il a préparé que tu allais dans la deuxième hypothèse aussi. Puis il te fait balader pendant tout un temps. Puis tu finis par douter et revenir à la première hypothèse que tu avais vite baqué. Et puis tu reviens à celle-là, il te remène à un moment, et puis là, boum, il te ramène une claque dans la gueule. Genre, on me donne encore un autre truc qui... Ton livre, vraiment, toutes tes hypothèses font 180 degrés tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment... C'est un cliffhanger à chaque fin de chapitre, quoi. C'est complètement dingue, complètement addictif. Et voilà, je sais pas à quoi dire en plus dessus, sans vous le vendre. Et Dieu seul sait pourtant que là je me rappelle vraiment de beaucoup d'infos que j'aimerais vous communiquer, mais malheureusement je ne peux pas, mais lisez-le, pitié lisez-le. Le quatrième livre que j'ai choisi de vous sélectionner, ce n'est pas Mémoire de la forêt, parce que bah voilà, je vais le présenter ici, je l'ai présenté dans ma palle du coup du pumpkin. Je vais le représenter quand je l'aurai lu en bilan du coup de mes lectures de septembre. Je voulais pas que ce soit redondant, mais l'automne, c'est les renards, je suis désolée. Et donc je vous présente Pax, qui est adorable. Est-ce qu'il est aussi adorable que du coup Mémoire de la forêt? Oui, oui. Le renard est aussi adorable. Je suis désolée. C'est un bébé d'amour. C'est vraiment un bébé d'amour. Pour vous faire un résumé quand même, on suit donc Pax, qui est cet adorable renard. Et en alternance à chaque fois, c'est des chapitres donc 1 sur 2. On suit le point de vue de Pax et donc du petit garçon qui s'appelle Peter. Et alors préparez-vous, genre vraiment. J'ai déjà ma voix qui se resserre rien qu'à y repenser. Mais préparez des mouchoirs près de vous. Parce que Pax m'a fait pleurer, mais des litres et des litres et des litres. Enfin, en tout cas, pendant les premiers chapitres, et surtout le tout premier, Pax se fait abandonner. Et on suit du coup cet abandon des yeux du renard, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. C'était super dur. Moi, enfin, je suis particulièrement touchée par la cause animale. C'est même pour ça que je ne mange pas de viande et de volaille. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais du coup, de vivre ça à travers les yeux du renard, ça a été horrible. Genre vraiment, je n'arrivais plus à arrêter de pleurer. Ça m'a brisé le cœur. J'avais tellement envie, moi, après d'aller, de l'adopter, etc. C'était tellement dur. Alors, je ne sais plus, parce que pareil, ça fait quelques années que je l'ai lu. Je ne sais plus si quand il a été abandonné, il appartenait déjà à Peter. Je pense que oui. Et en gros, il y a la guerre qui du coup se déclare. Et je pense que c'est pour cette raison de mémoire qu'il se débarrasse en gros de l'animal. Et qu'il abandonne. Et donc on va suivre en alternance du coup cette survie de Pax qui revient à la nature et qui n'est pas du tout adapté à ça. Parce que voilà, ça faisait un moment qu'il avait été élevé par des humains.
Et en parallèle, du coup, Peter qui vit aussi le monde de la guerre. Et, heureusement, sans vous faire de gros spoil ou quoi, on va suivre ces deux personnages en alternance jusqu'au moment où ils vont se recroiser. Là, je ne dis pas si du coup ils restent ensemble, si ça se recroise, tout ça, si ça se passe bien, si pas du tout. Enfin bref, ça je vous laisse découvrir totalement. Mais en gros, l'idée principale, c'est ça, c'est on suit donc Pax d'un côté et Peter de l'autre. Et j'ai adoré vraiment les chapitres où on a suivi Pax. J'ai adoré la façon dont c'était écrit, avec des mots très très simples, avec vraiment un côté très instinctif de l'animal. Pour le coup, c'est pas enfin, si vous me direz c'est romancé parce qu'un animal ça ne parle pas, mais c'est très très proche de ce qui doit se passer dans la tête d'un animal. Voilà, naturel, vraiment au niveau instinctif, au niveau fonctionnement, etc. Au niveau primaire, quoi, enfin vraiment des besoins primaires qu'il essaie de combler. Et à côté de ça, on a tous les sentiments de Peter qui contrebalancent aussi, qui amènent beaucoup de douceur de ce côté-là, beaucoup de questionnements, voilà. Et je vous le recommande très 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 chaudement parce que vous voyez, les dessins sont magnifiques. Il n'y en a pas énormément, tant pis, je vais pas avoir longtemps à la chercher inutilement. Mais oui, vraiment, Pax, je vous le recommande parce que c'était vraiment beaucoup d'humanité en fait au final dans ce climat de guerre. C'était aussi très intéressant d'avoir un point de vue sur la faune et la flore en temps de guerre parce que clairement c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé et pourtant Dieu seul sait que ça a fait des dégâts. Sans pour autant que je dirais qu'on n'est pas non plus dans un livre écologie. Enfin, on aborde l'écologie, on aborde la guerre, mais au final, je dirais que c'est un livre qui parle ni l'un ni de l'autre. Je sais pas si c'est très clair, désolée. C'est surtout, voilà, le lien, en fait, qu'il y a entre ce renard et Peter, tout simplement. Et c'est une très belle histoire d'amitié, d'amour, voilà, d'espoir aussi, qui est contée dans ce petit livre jeunesse, et je vous le recommande très chaudement. Et enfin, en dernier, j'ai décidé de vous sélectionner Miss Peregrine et les enfants particuliers. À nouveau, ça fait très longtemps, je crois que là ça fait 5 ans en fait que je l'ai lu. Certains m'ont déjà entendu parler, ont cru voir plus ou moins l'histoire parce qu'il y a eu une adaptation au cinéma par Tim Burton, si je ne dis pas de bêtises, mais qui était en un seul film. Et en fait, c'est une trilogie, plus encore un livre annexe avec vraiment les contes sur différents personnages. Et c'était beaucoup plus que ce qu'il y avait en un seul film. Vraiment, enfin, les 3/4 ont été vraiment balayés d'un revers de la main. Disons que ça servait plus de base qu'autre chose. Donc c'est un chouette film si on n'a pas lu les livres, mais comme d'habitude, les livres sont mieux. On connaît. Et si j'ai décidé de vous le proposer aujourd'hui, c'est pas que ça avait été un coup de cœur spécialement à l'époque, mais je trouve qu'il était très représentatif de l'ambiance un peu creepy, particulière du coup, de l'automne. Des trucs un peu étranges, dérangeants, peut-être je dirais aussi. Et parce que ce livre, au niveau livre-objet, est magnifique. Alors pas tant de l'extérieur, mais alors l'intérieur. Là par contre je vais quand même prendre un peu plus de temps pour vous chercher des images. Mais déjà, rien que ça, c'est joli. Ça commence. Et alors ça peut ressembler du coup à ceci, qui sont par contre des vraies photos d'époque. Hop, comme ça vous avez une idée. Et qu'en est-il de l'histoire? On va suivre du coup Jacob Portman qui a 16 ans et qui en gros découvre son grand-père qui se fait attaquer par une bête, un monstre, je ne sais plus exactement, dans son jardin. Et en gros il y a une disparition, je pense, par rapport à ça. Ou alors il lui donne des informations en mode va là-bas, il faut que tu découvres l'histoire qu'il y a derrière cette bête, etc. Je pense que c'était ça plutôt. Et en fait quand le grand-père qui s'appelait Abbé Portman, en fait quand il était au début d'ado, a été envoyé dans un genre de pensionnat, la maison de Miss Peregrine et ses enfants particuliers, parce que c'était la guerre et que ils étaient juifs et donc ils ont dû fuir. À nouveau,
clairement il y a un parallèle avec ce qui se passe avec la guerre, etc. C'est un peu abordé dans la suite des tomes, même si c'est, oui, l'époque dans laquelle ça évolue, mais c'est pas le fondement même de l'histoire qu'on va suivre. On va un peu parler de certains monstres, de certains nazis, etc. De mémoire, on les appelait les creux, parce que, genre, c'était des humains, mais ils étaient possédés, habités par quelque chose d'autre, qui du coup les rendait vides. C'est un peu, ouais, des coquilles vides, c'est ça que je voulais dire. Mais on va suivre surtout aussi la relation entre Jacob et Miss Peregrine. Et aussi, tous les moments où il va côtoyer ses autres enfants qui donc ont des particularités, mais là, plus fantastiques. Je me rappelle d'une, quand on retirait les chaussures, elle s'envolait. Mais alors, j'ai l'image du film, et je ne suis plus... Si, je pense qu'elle est dans le livre aussi. D'un enfant qui a plein d'abeilles dans la bouche, et qui du coup peut les attaquer. Je me rappelle plus spécialement. Il y en a un qui est invisible, ça je me rappelle. Mais je me rappelle pas de la particularité de chacun. Il y en a une, ouais, elle a une bouche qui est derrière, au niveau derrière ses cheveux de son crâne. Enfin bref, ils ont tous des particularités un peu comme ça, qui les rend étranges, qui les rend un peu inhumains, etc. Et tous ces enfants survivent dans en gros une boucle spatio-temporelle. Et donc, en dehors de cette boucle, du coup, la vie prend son cours. En dehors de cette boucle, il y a aussi la guerre, etc. Mais on suit principalement ce qui se passe dans la boucle. J'ai aimé cette histoire, plus pour justement ce côté personnage, au final, que pour le fil conducteur qu'il y avait eu. Parce que clairement, ils sont creepy, ils sont atypiques, ils font un peu... aller penser aux gens de foire, les monstres de foire qu'on pouvait avoir dans les époques, je sais pas si c'était quand, au 18e ça. Et ouais, comme les fermes à barbe, que les gens regardaient comme ça, comme les siamois, que pareil c'était un genre comme ça, enfin bref. Et c'est assez rare au final d'avoir des personnages aussi atypiques, aussi bien en personnage central que du coup secondaire annexe. Et c'est clairement un livre qu'on pourrait mettre dans le Pumpkin Talk Challenge pour tout ce qui est diversité. Parce que vraiment c'est une ode à la diversité, aux personnalités de chacun, à la singularité, etc. Au vivre ensemble malgré ces différences aussi. Et comme je vous dis, donc, il y a plusieurs niveaux de lecture où clairement à l'époque ça fait aussi référence aux juifs qu'on considérait comme des sourds, etc. Même si c'est pas dit clairement, hein, c'est clairement sous-entendu, donc voilà. Et en vrai je vais m'arrêter là sur ce livre parce que pareil, je n'ai pas des souvenirs très marqués de l'histoire. J'ai certaines scènes qui sont encore très présentes dans ma tête, mais qui appartiennent plus au tome 3 malheureusement. Et je pense que celles qui sont dans ma tête du tome 1, c'est celles que j'ai surtout retenues du film. Ça c'est le souci, après quand on a vu une adaptation qui est du coup pas similaire, c'est qu'on retient ça plus facilement. Oupsie. Et alors pareil, si vous voulez, je vais vous montrer en même temps, tiens. Donc ça c'est le conte annexe que je vous avais dit, et donc pareil c'est des histoires sur chacun des personnages. Je pense que la moitié sont déjà dedans et d'autres sont ajoutées, n'étaient pas dans la trilogie de base. Ici par exemple on a la première ombre brune. Une ombre brune c'est comme Miss Peregrine, c'est une des personnes qui s'occupe d'eux dans chaque boucle. Et ouais, on voit un peu hop là, des illustrations à nouveau dans le même style, qui étaient aussi tout aussi sympa, tout aussi creepy. Si vous voulez découvrir ce genre de personnage, de thème, sans pour autant passer tout le long d'une trilogie, d'aborder la guerre, etc. Du coup ça peut être une bonne alternative aussi, ça se lit très vite et vraiment je l'aimais autant que du coup la trilogie de base, donc je pourrais aussi le recommander tout simplement. Et oui, si vous aimez un livre dont l'atmosphère a parlé assez rapidement à Tim Burton, moi je suis une adepte de ce type de ces films, ces réalisations. Pour l'automne, je ne vais pas citer tous ces films, hein, mais je suis sûre que vous les connaissez. Clairement, si lui a été intéressé et que vous aimez ce qu'il fait, vous serez intéressé en fait par cette trilogie tout simplement. Donc voilà, je vais clôturer sur ce dernier livre et je vous retrouve bientôt pour parler de mes vraies lectures d'automne, vu que ici le mois donc est déjà bien entamé.
Et pareil, le mois prochain, donc comme je vous disais, pour parler vraiment des lectures halloweenesques à ce moment-là. Et voilà, bah d'ici là, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu, si vous avez lu certains d'entre eux. Quel livre vous recommandez par contre pour l'automne? Est-ce qu'il y a des sagas que voilà, vous recommandez pour cette saison en particulier, que vous réservez, que vous mettez de côté pour ce moment-là? Dites-moi aussi quel genre de lecture vous aimez aussi pour cette saison. Est-ce que c'est plus du truc horrifique? Est-ce que c'est plus du truc un peu lourd? Est-ce que c'est plus des trucs tristes, des trucs sombres, des trucs qui font peur? Enfin voilà, un peu... ou alors simplement de la douceur, hein, parce qu'on parlait aussi de la catégorie de automne douceur de vivre. Peut-être que voilà, vous avez besoin de lecture un peu doudou dans le style de Nevermore. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des recommandations aussi, parce que ma palle d'automne n'est jamais assez grande. Et la wishlist, vous imaginez même pas le nombre de livres que j'ai pour cette saison qui sont prévus. J'ai de quoi remplir des années. Mais bon, j'ai jamais assez de lecture pour l'automne, c'est clair. J'adore lire en automne. et voilà, j'espère que cette vidéo a été assez fluide malgré le fait que ça faisait quand même longtemps que je les avais lus. Parce que malheureusement, quand je me rappelle d'un élément d'ancienne lecture qui m'a vraiment marqué, souvent c'est la toute fin et je peux pas vous en parler, donc je suis un peu frustrée là-dessus. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et je vous fais du coup plein de bisous, à d'ici la prochaine vidéo.